Donc, il est midi une, je vous propose qu'on se lance alors qu'on a quand même de beaux contenus à vous présenter. Avant toute chose, bonjour, mon nom est Louis Lalonde, je suis chargé de projet chez Vélo Québec. J'ai participé à l'élaboration du guide Concevoir un parc d'éducation cycliste fait par Vélo Québec, là, qui est paru il y a 2, 3 semaines, tout récemment sur notre site web. Je suis en compagnie de Magali Bebron, qui est directrice des programmes, qui a aussi participé à élaborer ce guide-là. Et on a aussi avec nous le grand plaisir d'avoir Julien Desaulniers de la ville de Laval, qui va pouvoir nous permettre de partager son expérience là, à Laval, donc dans l'élaboration et la conception d'un parc d'éducation cycliste. Avant toute chose, pour le déroulement, donc on est en formule webinaire, donc il y a une section questions-réponses donc qui est disponible. Vous pourrez y intégrer vos questions au fur et à mesure des présentations. Cela dit, on va prévoir une période spécifique de questions à la fin de l'ensemble des présentations, donc à la fois de Vélo Québec et de Laval. Il sera possible à ce moment-là même de lever votre main virtuellement en cliquant sur l'onglet à cet effet pour qu'on puisse activer votre micro si vous souhaitez poser votre question oralement. Autrement, par le chat et le Q&A, on va tenter là, d'écrire les réponses pour des questions peut-être un peu plus spécifiques, mais le gros des réponses se feront à la fin de nos présentations. Donc, voilà. Sans plus tarder, je me lance directement dans le contenu. Donc, voilà. Donc, pour la présentation, très succinctement, je vais la faire, celle de Vélo-Québec, conjointement avec Magali. On va présenter ce qu'est cet aménagement-là pour tomber ensuite sur l'exposition du guide, son contenu, qu'est-ce qu'on y retrouve. Et de façon très concrète, il y aura une exposition par Magali, donc des principes de conception, les composantes qu'on peut retrouver dans un parc d'éducation cycliste, mais aussi comment faire vivre le lieu à travers des activités et de l'animation. On va avoir un dernier segment aussi sur des exemples inspirants parce que ce guide-là a été alimenté d'une multitude d'acteurs qui nous ont permis de développer des contenus pour aider à l'implantation de ce type d'aménagement-là. C'est un peu là aussi qu'il va rentrer en ligne de compte Julien qui va nous parler du cas Lavallois. Donc, d'emblée, qu'est-ce qu'un parc d'éducation cycliste? Donc, on a ici là, une petite définition à laquelle on est arrivé dans l'élaboration de ce guide-là. Donc, avant tout, un parc d'éducation cycliste, c'est une reproduction miniature d'un réseau routier. Donc, on y retrouve un ensemble de rues qui permettent différents circuits et tout ça à une plus petite échelle. Ça permet de simuler à ce moment-là la réalité routière dans la collectivité qu'on se trouve. Il y a souvent de la signalisation avec des panneaux, comme on peut voir sur la photo qui est ici, mais aussi avec du marquage. Il y a une multitude de noms qu'on a retrouvés pour ce type d'infrastructure-là à travers nos recherches. Donc, si vous entendez, par exemple, le terme jardin de la circulation ou même village de la sécurité ou safety town, qu'on retrouve notamment aux États-Unis et dans le reste du Canada, on fait référence à cette infrastructure-là. Ultimement, c'est consacré à l'éducation des enfants. Donc, on a un espace qui est sécurisé, qui est fermé à la circulation motorisée pour, à ce moment-là, expérimenter la circulation routière et la circulation à vélo en particulier. Si je le mentionne beaucoup dans le cadre de cette présentation-là, comme étant un élément qui se tourne beaucoup autour du vélo, ça peut être mis à profit pour une multitude de fonctions qui visent à éduquer le vélo au sein d'une collectivité. En fait, souvent, ces lieux-là vont être en quelque sorte des catalyseurs de la culture vélo dans les différents milieux. Si je mentionnais précédemment là, les villages de la sécurité, il y a certaines collectivités qui s'en servent pour faire une multitude d'activités de sensibilisation, notamment avec des premiers répondants. Bref, c'est un lieu qui est à mettre en valeur parce qu'il peut servir à de multiples usages. Je l'ai mentionné très rapidement, mais ça s'adresse essentiellement aux enfants. Plus particulièrement, je dirais une clientèle d'autour des 2 à 9 ans. La raison est fort simple, cette clientèle-là, au niveau des habiletés cognitives et motrices, on est encore en développement. Ce qu'on veut dire par là, c'est qu'il peut y avoir des difficultés au niveau de la coordination, mais aussi, je dirais, au niveau de la perception du point de vue des autres usagers, une anticipation des autres usagers ou encore une perception qui peut être faussée de situations potentiellement dangereuses. C'est donc dire qu'on a un besoin pour développer la pratique du vélo chez les plus jeunes, d'avoir un espace qui est entièrement sécurisé, qui est contrôlé, qui est fermé à la circulation routière pour qu'on développe justement son autonomie, sa confiance et ses habiletés.
Je réitère encore une fois, donc il y a une multitude d'usages qui peuvent être faits avec ça. Donc, si oui, généralement, c'est pour cette clientèle-là qu'on développe ce type d'infrastructure-là. Il demeure que ça peut être utilisé pour d'autres clientèles, évidemment, qui veut s'initier à la question du vélo, mais aussi tout ce qui est sensibilisation au niveau de la sécurité routière. Ça peut être utilisé même avec des clientèles un peu plus âgées. C'est très possible. Maintenant, le pourquoi de ce type d'infrastructure-là, vous en doutez bien, je l'ai mentionné, là, on a besoin d'un espace qui correspond aux besoins des enfants, mais si on va dans le plus spécifique, d'abord, c'est que ça permet de développer des habiletés motrices dans un environnement contrôlé. Donc, à ce moment-là, on peut parler d'être capable de rouler en ligne droite, d'avoir un freinage qui est efficace, faire des vérifications visuelles à une intersection ou encore développer sa confiance et ses habiletés pour pouvoir faire sa signalisation gestuelle pour signaler ses intentions, en fait. Et la question aussi des règles de circulation. Donc, où est-ce que je dois me situer par rapport aux autres usagers lorsque je roule à vélo? Cohabiter aussi avec, par exemple, des piétons, parce qu'il est possible d'intégrer des piétons dans les animations. Il est possible d'aller laisser aller sa créativité sans problème. Donc, il y a aussi la question de la reconnaissance de la signalisation. Là, vous pouvez voir sur toutes les vignettes, il y a du marquage, il y a des panneaux, c'est très dynamique. Donc, ça permet de se familiariser ça, de faire un premier contact avec cet environnement-là pour les plus jeunes. C'est sûr, assurément, on va avoir une meilleure conscience de l'autre, mais aussi ça va développer la confiance pour se déplacer et avoir une plus grande autonomie. Donc, ultimement, en développant ce type d'aménagement-là, on s'attaque à la tendance qui a été constatée là, depuis les années 2000. Donc, il y a un recul au niveau, par exemple, du transport actif scolaire. Il y a une reprise ou une stabilisation depuis environ 10 ans. Mais en développant ce type d'infrastructure-là, on peut revaloriser les déplacements à vélo ou encore donner un espace qui est pleinement dédié au développement de ces compétences-là. Je compléterais aussi le pourquoi pour le fait que c'est amusant, c'est ludique, ça permet de socialiser, si bien que si on veut que les jeunes reviennent à cette infrastructure-là, qu'ils l'utilisent, qu'ils en profitent pleinement, il faut que ça soit agréable. Donc, c'est une infrastructure qui répond aussi à ce besoin-là, donc une question de jeu et même de jeu libre, je dirais. Pour ce qui est du guide, donc on tombe vraiment dans notre guide après cette introduction au concept. Donc, ça a été une gestation relativement longue ici chez Vélo-Québec pour aboutir à ce document qui est maintenant disponible, si bien qu'on a débuté là, la planification de ce guide-là, je dirais, en 2019. Donc, ça a pris à peu près 2 ans. Donc, c'est un processus itératif qui s'est fait pour avoir les meilleurs contenus pour répondre à je dirais, des questionnements qu'on avait constatés dans le milieu. Donc, on a parlé avec différentes personnes issues de collectivités qui avaient un intérêt pour ces aménagements-là, des gens qui ont participé à l'élaboration d'aménagements de parcs d'éducation cycliste, si bien que ça nous a permis de cerner quels étaient leurs besoins, les questions récurrentes qu'on essaie de répondre de façon plus efficace dans ce guide-là. Ça nous a permis évidemment aussi de nous tourner vers l'extérieur. Donc, on a fait une recension des meilleures pratiques, des différents types de parcs, parce que c'est une infrastructure qui, ultimement, a une grande flexibilité. C'est-à-dire que il n'y a pas un modèle unique de parc d'éducation cycliste à travers les différents exemples qu'on va vous proposer. Il y en a une multitude. L'important, c'est que ça soit adapté au milieu dans lequel on l'implante et surtout aux besoins des enfants. Également, et c'est là où on a pu aller chercher un côté très appliqué dans la proposition qu'est ce guide-là, c'est qu'on a eu des expériences très pratiques dans les 2 dernières années chez Vélo-Québec. Magali était au cœur d'ailleurs de ces éléments-là. C'est une passionnée des parcs d'éducation cycliste. Donc, on a eu le Jardin du Petit Monde à bicyclette qui se trouve devant les bureaux de Vélo-Québec au parc La Fontaine. On va vous en présenter là, quelques images plus tard, qu'on a dû implanter là, en 2020. Et il y a également le programme Cyclomini, donc qui est une infrastructure temporaire qui s'est promenée à travers le Québec durant l'été 2021 pour justement aller rejoindre une plus large clientèle. À qui s'adresse ce guide? J'aurais tendance à dire à un peu tout le monde qui est intéressé par la question. On a volontairement élaboré ce guide-là, on l'a rédigé pour qu'il soit facile à reprendre et qu'il couvre une multitude de besoins. C'est donc dire que des gens issus du milieu municipal, que ce soit des élus ou du personnel des services municipaux, trouvera son compte au niveau des contenus, mais aussi toute personne qui vise à reprendre cette initiative-là, à
peu importe l'échelle, ou encore dynamiser un projet qu'il y aurait dans son milieu. Donc, toute personne qui est engagée dans le développement du transport actif des enfants va trouver quelque chose dans ce guide-là. On l'a rédigé en conséquence, en fait. Ce qu'on y retrouve, peut-être l'avez-vous déjà consulté alors qu'elle est disponible sur la page web, c'est, voici la table des matières en fait. Donc, on passe du très théorique, du très conceptuel au très concret, donc avec la planification, la conception, mais aussi les différentes composantes qu'on peut retrouver, comment les implanter dans le milieu. Il était aussi important d'avoir des contenus sur l'environnement rattaché à ce guide-là, à ce milieu-là, parce qu'on s'est rendu compte que faut le dynamiser, il faut le rendre attrayant, il faut qu'on puisse avoir un intérêt à y aller et à y retourner plusieurs fois pour les jeunes. Donc, à ce moment-là, il est question aussi des bonifications pour le rendre convivial pour les familles, mais aussi des questions au niveau du matériel, si on veut faire du prêt de matériel, et de l'animation qu'on peut y retrouver. Finalement, pour stimuler votre créativité lors de l'implantation dans votre milieu, on est allé chercher également des exemples inspirants qu'on détaille et les différents apprentissages qu'on en a fait lors de l'élaboration de ce guide. Donc, ça met fin à ma portion. Je passerai le micro à Magali qui va vous parler de la conception et des composantes. Merci beaucoup, Louis. Merci à tous d'être réunis aujourd'hui pour en apprendre plus sur ce sujet qui, moi, personnellement, me passionne. Comme le disait Louis, on avait vu vraiment un intérêt de la part du tas de milieux d'implanter ce genre d'infrastructure, et donc on a cherché à répondre un peu aux principales questions qui nous étaient posées quand quelqu'un appelait Vélo-Québec pour dire bon, mais comment je m'y prends pour implanter un parc d'éducation cycliste. Le premier élément, Louis, tu peux changer à la prochaine diapositive, c'est où est-ce qu'on l'implante. Qu'est-ce qui est un bon lieu pour faire un parc d'éducation cycliste? Il y a plusieurs éléments à prendre en compte. Bien entendu, on va vouloir que ce lieu-là, idéalement, soit au cœur de la communauté, qu'il soit facile à rejoindre et que ce ne soit pas une destination lointaine où on a vraiment besoin de gros efforts pour le rejoindre. On aimerait que ce soit accessible à vélo pour que les jeunes puissent se rendre sur place à vélo à partir en tout cas d'un certain âge, et que ce soit accueillant pour les familles. Et puis quand on dit les familles, il y a les jeunes bien sûr qui doivent y trouver leur compte, mais il faut aussi penser aux parents qui eux vont vouloir garder un œil sur leurs enfants, vont vouloir avoir un lieu invitant pour s'asseoir, peut-être une table de pique-nique, que ça puisse devenir quelque part un lieu social. Plus vous allez combiner d'usages autour de ce lieu-là, plus vous allez en faire un lieu de destination intéressant qui va vraiment trouver tout son sens. La proximité des lieux de résidence et des établissements que fréquentent ces familles-là, ça va être essentiel pour assurer un certain achalandage naturel. C'est beaucoup ce qu'on a constaté avec le projet du jardin du petit monde à bicyclette qui se trouve devant nos bureaux. C'est qu'on a eu la chance de bénéficier vraiment d'un lieu où il y avait énormément de passages de façon naturelle. Et donc, c'est devenu un arrêt sur le chemin de l'école, au quotidien. Comme ça, on a vu des usagers, on s'est mis à retrouver des habitués qui revenaient plusieurs fois par semaine parce que c'était facile d'accès. Donc ça, c'est bien sûr un élément à prendre en compte. Donc, si vous avez d'autres infrastructures de loisirs, un jardin, un parc de jeux pour les enfants, des choses comme ça, tout ça, ça va venir ajouter à l'attrait de votre lieu, alors que s'il est très isolé, il va être beaucoup moins vivant. Si vous êtes dans une municipalité qui a du transport collectif, eh bien, idéalement, il faudrait que ce lieu-là aussi soit accessible en transport collectif, surtout si on offre des services de prêt de vélo à destination. Ça permet aux familles de se rendre sans avoir besoin de le faire en auto. Un élément à ne pas négliger, c'est également des services de base comme des toilettes, une fontaine. Quand on est avec des jeunes enfants, c'est le genre de choses dont on a besoin à proximité. Et puis dans les lieux que vous allez envisager, vous avez deux scénarios possibles. Soit vous partez d'un espace qui est par exemple verdi, gazonné, et vous allez pouvoir construire des routes, comme on le voit ici sur la photo de Drummondville. On est parti d'un espace vert et on a asphalté certaines sections pour constituer les routes. Et puis à l'inverse, vous allez voir par exemple au jardin du petit monde à bicyclette, on part d'un espace asphalté et là on délimite essentiellement par du marquage des routes, et si on est capable, on va désasphalter les espaces résiduels pour rendre tout ça beaucoup plus concret. Une erreur à ne pas faire, c'est il faut vraiment avoir un espace suffisant et pas quelque chose qui soit complètement en longueur, parce que ce qui est intéressant et porteur d'apprentissage et d'occasion d'apprentissage, ce qui est compliqué à naviguer en tant qu'usager de la route, ce sont les intersections. Donc, vous avez besoin d'avoir un espace, on mentionne dans le guide à peu près 800 mètres carrés, mais d'avoir peut-être un 20-30 mètres dans un sens, un 30-40 dans l'autre,
pour vraiment pouvoir multiplier le nombre d'intersections que vous allez inclure dans ce lieu-là pour qu'on puisse y pacter un nombre de situations intéressantes. Une des questions que vous allez peut-être vous poser, puis on va voir qu'on a peut-être une approche différente en Europe et au Québec, c'est est-ce que ce lieu-là doit être ouvert ou fermé? Dans notre expérience, puis vous l'avez vu sur une photo précédemment, qui était en fait une photo de Barcelone, mais j'ai vu la même chose à Berlin ou à Copenhague. Celui-là sont des lieux qui sont par définition fermés et puis qui sont ouverts pendant certains horaires pour que les familles puissent y accéder. Je pense qu'au Québec, on a pris une approche assez différente où ce sont des lieux qui, par défaut, sont ouverts et qui peuvent être empruntés ou fréquentés en tout temps. Ça vient bien sûr avec certains risques en termes de vandalisme, de détérioration, etc. Donc, je vous amènerai peut-être aussi l'idée d'avoir un lieu qui a un certain achalandage naturel pour avoir un peu des yeux sur ce lieu-là. On peut passer à la suivante, Louis. Alors, bien entendu, qu'est-ce qu'on veut retrouver dans un parc d'éducation cycliste? Eh bien, Louis l'a mentionné tantôt, on va vraiment analyser son propre milieu pour essayer de le reproduire dans ce petit microcosme et ce micro-univers qui est vraiment dédié aux enfants. On vous invite quand même à penser à ce qui pourrait s'en venir, c'est-à-dire qu'il y a certaines infrastructures, notamment des infrastructures cyclables, qui sont peut-être peu connues encore actuellement, mais qui vont voir le jour, et les enfants qui ont 10 ans aujourd'hui, on veut les former à des aménagements qu'ils pourraient rencontrer quand ils seront 20, 25 ans. Peut-être qu'ils se déplaceront dans une plus grande ville, peut-être qu'ils seront confrontés à ce genre d'infrastructure. Donc, bien prendre en compte tout ça pour établir un peu une liste de composantes qu'on va vouloir inclure. Et là encore, je vais faire un parallèle entre l'Europe et l'Amérique du Nord. En Europe, par exemple, on voit que la plupart des parcs d'éducation cycliste ont des ronds-points, donc des carrefours giratoires, parce que c'est une réalité qui est très, très présente chez eux, alors qu'elle l'est très peu en Amérique du Nord. Donc, nous, par exemple, on a fait le choix de ne pas en implanter dans les modèles qu'on a créés jusqu'à présent parce qu'ils sont relativement rares ici. En Europe, on va par exemple vouloir aussi travailler sur la priorité à droite. C'est vraiment une aptitude et un réflexe à développer de comprendre qui a la priorité aux intersections. Eh bien, en Amérique du Nord, au Québec en particulier, eh bien, on va peut-être vouloir inclure des arrêts de toute direction parce que c'est là où il faut apprendre comment les priorités de passage se négocient dans une ville, et ça peut paraître très contre-intuitif. On a le même panneau d'arrêt, selon qu'il y a un petit panneau soit en dessus ou en dessous, on est prioritaire si on arrive le premier, ou bien on n'est pas du tout prioritaire, on doit attendre que la voie soit libre. Tout ça, on va vraiment essayer de créer des situations, on va pouvoir aller faire des apprentissages très précis qui vont nous permettre de nous préparer à la vie réelle. Ne pas négliger également toute la portion de verdissement, surtout si vous partez d'une surface qui est asphaltée. Ça a été le cas au Jardin du Petit Monde à bicyclette, on partait d'un stationnement un petit peu désaffecté. Bien, en été, ça tape très fort. Donc, si vous avez la possibilité d'ajouter du verdissement, des plantes, des arbres, etc., ça va vraiment être un plus et ça va rendre votre lieu beaucoup plus convivial. Et enfin, le dernier point qu'on mentionne ici, et je vous dirais c'est peut-être un des plus grands apprentissages qu'on a fait en menant notre projet devant nos bureaux, c'est l'importance de rajouter un élément ludique. Parce que c'est cet élément ludique-là qui va faire en sorte que l'enfant lui-même va demander à revenir de façon régulière. Donc, il va venir pour s'amuser, mais au passage, il va également apprendre et puis se balader un petit peu dans la ville. Quand je parle d'éléments ludiques, on parle de quoi? Ça peut être par exemple des pistes à rouleau, donc des pump tracks, ou ça peut être des modules comme des modules en bois. C'est l'approche que nous avons beaucoup prise dans nos projets, des modules d'équilibre, des petits ponceaux, des petites bascules qui vont vraiment permettre à l'enfant de s'amuser, et vous seriez surpris de voir combien de temps un jeune peut passer à repasser sur les mêmes 5, 6 ou 7 modules. Ça ne prend pas grand-chose pour qu'ils aient vraiment beaucoup de fun autour de ça. Louis, tu peux passer à la prochaine. Merci beaucoup. Donc ici, vous voyez par exemple le circuit qu'on a élaboré sur le terrain du Jardin du Petit Monde à bicyclette qui fait à peu près 35 mètres par 55. C'est l'ancien stationnement. Alors, l'image est un peu trompeuse parce que là où vous voyez de la verdure, c'est en fait beaucoup moins désasphalté que ce qu'on aurait souhaité, mais on a quand même eu l'opportunité d'y planter des arbres. J'attire votre attention sur la quantité de choses qu'on a réussi à pacter dans cet aménagement-là. Donc, vous allez trouver par exemple des rues qui sont à sens unique, avec les petites flèches noires, des rues qui sont à double sens,
Dans les rues qui sont à sens unique, on en a où le sens unique s'applique vraiment à tout le monde, et puis on en a où c'est des sens uniques excepté vélo. On en a donc qui ont des bandes cyclables à contresens. Alors ça, c'est toutes des subtilités qu'on va pouvoir explorer et exploiter dans les animations pour faire comprendre la nuance. Donc on a des obligations de tourner, certaines s'appliquent à tout le monde, d'autres s'appliquent uniquement aux autos. On a bien sûr inclus des arrêts. Donc, des arrêts où on est les seuls à avoir un arrêt et donc les autres usagers sont complètement prioritaires. Puis, on a ajouté des arrêts de toute direction où là, c'est le premier arrivé qui a le droit de repartir. Et on a même trouvé des arrêts toute direction à 4 branches, à 3 branches, parfois avec un sens unique. Donc, ça vient un petit peu jouer. Ça vient vraiment travailler toute l'analyse des panonceaux et de bien comprendre qui arrive où et qui a la priorité de passage. On a bien sûr essayé de diversifier aussi le type d'infrastructure purement cyclable qu'il existe. Donc, on trouve par exemple une piste cyclable bidirectionnelle. On en a encore beaucoup dans nos milieux. Mais également des bandes unidirectionnelles qui sont sur le bord de la route. On a inclus des chaussées désignées qui sont aussi une réalité dans nos milieux, donc avec simplement des pictogrammes vélos et qui invitent à partager la voie entre les vélos et les autos. Et on a également, quand je vous parlais de penser au futur et à des aménagements qui ne sont peut-être pas tant présents dans votre milieu, mais qui s'en viennent. On a inclus, par exemple, la rue partagée, pardon. Donc, c'est la rue où les piétons en priorité peuvent traverser partout où ils le souhaitent et où la vitesse est limitée à 20 km/h. C'est quelque chose qui est relativement récent. De mémoire, c'est à peu près en 2018 que ça a fait son apparition dans le Code de sécurité routière, mais on profite de cette occasion pour présenter le panneau, faire comprendre et expliquer les règles de circulation autour de ça. Et on a également inclus le panneau de la vélorue. Donc, la vélorue, c'est la rue où les cyclistes peuvent occuper toute la largeur de la voie, circuler côte à côte s'ils le souhaitent. Là aussi, ça nous donne une opportunité d'explorer ces choses-là. Les piétons ne sont pas en reste. On a également inclus, vous le voyez, divers types de passages piétons, certains simplement avec des bandes parallèles, certains avec des grosses bandes blanches, et puis les plus difficiles à comprendre chez les Québécois, les bandes jaunes où les piétons sont prioritaires avec les petits panneaux qui l'accompagnent. Donc, vous voyez, on a quand même beaucoup d'intersections, on a des sens uniques, on a toutes sortes, une variété de situations dans un espace relativement restreint. Alors, on veut multiplier les boucles et les possibilités parce que c'est sûr que si vous faites les deux mêmes boucles en continu, ben, les enfants vont se tanner bien vite de ça. Alors, il faut leur offrir vraiment une certaine variété. Là, vous voyez, c'est une réalité très urbaine qu'on a. On a manqué de budget pour inclure des choses plus ambitieuses comme des feux de circulation, parce que malheureusement, un seul feu de circulation, ça peut facilement représenter 10 000 $. Et on a vu des éléments peut-être encore plus ambitieux, comme par exemple d'inclure des rails de chemin de fer pour apprendre à naviguer, à croiser ces rails-là en toute sécurité. On peut penser à des intersections protégées. Je vous mentionnais tantôt aussi les carrefours giratoires qui sont fort intéressants si c'est une réalité dans votre milieu. Quand on regarde par exemple l'exemple de Drummondville dont on vous parlera tantôt, eux ont aussi essayé d'adapter tout ça à leur réalité. Ils ont inclus par exemple des entrées par terre parce que chez eux c'est vraiment une réalité. Toutes ces entrées privées ou ces entrées-sorties privées de commerce ou de maison, eh bien il faut apprendre à naviguer avec ça. Ils ont réussi à matérialiser également des saillies de trottoirs à certaines intersections, donc comment on navigue autour de ça. Et ils ont aussi inclus un sentier polyvalent, donc qui est complètement séparé de la circulation, parce que c'est aussi une réalité dans les milieux plus régionaux, disons. On peut penser aux arrêts d'autobus, on peut penser à toutes ces choses-là, on peut se rendre pas mal loin. Le prochain élément, vraiment, comment on fait vivre ce milieu-là. Il ne suffit pas de créer un lieu et puis de le laisser en libre service et d'espérer que les familles vont se l'approprier. Je pense qu'on a la chance, si on a un achalandage naturel, que ça se fasse d'une certaine façon. Mais si on veut vraiment exploiter le potentiel de ce lieu-là, il faut aller au-delà et vraiment offrir des services et de l'animation autour de ce lieu. Donc, bien sûr, c'est un énorme plus si vous avez une flotte de véhicules. Quand on dit véhicule, en fait, on parle vélo, là, bien entendu. C'est quelque chose qu'on a ajouté au Jardin du monde à bicyclette cette année, et d'avoir des trottinettes, des draisiennes, donc des vélos sans pédales, et des vélos de différentes tailles. Et bien déjà, c'est un élément d'accessibilité et d'équité parce que ça fait en sorte qu'un enfant qui peut-être ne possède pas son propre vélo peut quand même profiter de ce lieu-là.
On trouve également que les enfants, surtout ceux qui sont en apprentissage, vont aimer varier peut-être les véhicules. Donc, ils vont peut-être venir avec une trottinette, puis ils maîtrisent bien la trottinette. Ils vont emprunter un vélo pas de pédale. Puis là, ils vont se tanner parce que c'est quand même plus dur. Ils vont revenir à la trottinette, on leur prête une trottinette, puis ils vont faire un essai avec les petites roulettes parce qu'ils ont du fun. Mais on va essayer de les pousser à enlever les roulettes. Mais s'ils trouvent ça trop difficile, on va leur permettre d'y revenir. On a aussi trouvé que les familles appréciaient d'avoir cette variété-là parce que parfois, ils se posent la question de quelle est la bonne taille de vélo pour leur enfant. Alors, ça leur permet d'en essayer tout un tas et puis de bien cibler leurs besoins avant d'aller en acheter un pour eux-mêmes, par exemple. Si on a la possibilité, inclure quelques vélos pour les parents, mais ça fait en sorte qu'un parent qui viendrait visiter le lieu avec son enfant peut aussi l'accompagner puis rouler avec lui et profiter de ces apprentissages-là. Bien sûr, avoir une flotte, puis je le mentionne aussi, bien sûr, on prévoit des casques et de quoi les désinfecter parce qu'on veut pouvoir prêter des casques avec tout prêt de matériel roulant, bien entendu. Bien sûr, avoir une flotte, ça veut dire devoir la stocker, cette flotte-là, et l'entretenir. Donc, une des démarches qu'on a, ou une des approches qu'on a prises, c'est de se doter, par exemple, d'un conteneur maritime qu'on a aménagé. On va pouvoir vous montrer les photos pour stocker, par exemple, une trentaine de vélos. Et bien sûr, il faut avoir un peu de matériel mécanique et du personnel qui sait comment ajuster, conseiller, accompagner les familles. Ça va vraiment rajouter beaucoup de valeur ajoutée à votre lieu. Louis, on peut passer à la suite. Alors, comment on fait vivre le parc d'éducation cycliste? Eh bien, je vous inviterai vraiment à réfléchir dès la conception de votre lieu à quel type d'animation vous allez vouloir y offrir. Est-ce que vous allez vouloir que vos écoles s'y rendent, vos camps de jour? Est-ce que vous allez vouloir créer des activités ouvertes à la population, des événements ponctuels où les familles vont être invitées à venir visiter le lieu? Tout ça, ça a une grande valeur parce que c'est lors de ces animations-là que ça crée vraiment un effet de masse. Et c'est une chose de pouvoir rouler sans respecter aucun arrêt parce qu'on est tout seul dans un parc d'éducation cycliste. Et c'est vraiment une autre dimension quand on a une variété d'usagers et que là, il faut vraiment apprendre à faire attention aux autres, à négocier nos intersections, nos priorités, etc. C'est là que le lieu prend tout son sens et que les contraintes deviennent vraiment réelles. Ça veut dire qu'il faut non seulement prévoir cette programmation d'activité-là, mais la communiquer adéquatement à toutes les familles proches du lieu. Et ça veut dire avoir des animateurs qui ont toutes les compétences pour mener ces animations-là. Il faut aussi prévoir une variété d'animations qui sont adaptées aux différents groupes d'âge et à leurs besoins. Donc, avec les plus jeunes, on va peut-être les contenter de leur faire rouler à droite, de les faire rouler à droite, comprendre qu'il faut s'arrêter aux arrêts, puis commencer à faire des petits gestes pour signaler leurs intentions. Et quand on est rendu avec des jeunes de 8, 10, 12 ans, on peut aller beaucoup plus loin dans la compréhension des panneaux, la pratique des manœuvres, par exemple, de virage à gauche, etc. Donc, si vous avez du matériel, prévoir aussi avec une certaine prévisibilité des créneaux horaires où les familles vont pouvoir revenir et profiter du matériel qui est mis à leur disposition. Tout ceci nous amène un petit peu aux exemples inspirants. Alors, parmi ceux qu'on a menés, puis on vous parle de ceux qu'on a menés personnellement, mais vous verrez que Louis va également vous parler d'autres initiatives qui ont été menées. Il y a par exemple Cyclomini. Donc, Cyclomini est né d'un partenariat avec Naître et Grandir, qui est le site web et le magazine de référence sur le développement des enfants de 0 à 8 ans. Naître et Grandir nous a approchés et on bénéficie d'un financement de leur part. Le principe, c'est qu'on a monté 2 kits de matériel mobile qui se déplacent partout au Québec dans les municipalités qui en font la demande. Et pendant 1 ou 2 journées, eh bien, on déploie ce parc d'éducation cycliste éphémère qui comprend à peu près une quinzaine de panneaux. Vous le voyez ici sur l'image, ce sont des panneaux en fait de type un peu chantier, les panneaux qu'on utilise lors de chantiers de construction avec des pesées et des éléments temporaires. On matérialise les voies de circulation avec des bandes de vinyle qu'on dépose au sol. C'est pas idéal, puis on cherche encore la meilleure solution parce que quand il y a du vent, bien ces bandes-là, elles bougent. C'est un défi qu'on avait de trouver une façon de matérialiser toutes les voies de circulation sans étendre de la peinture, même si elle était temporaire. Ce serait une mise en place vraiment coûteuse et pas très écologique. Donc, on a essayé de travailler avec ces contraintes-là de mobilité.
Et on est arrivé avec cette idée-là de bande de vinyle. Vous voyez également qu'on a matérialisé des passages piétons, les blancs et les jaunes, avec des tapis sur lesquels on a peint en fait les bandes qui les matérialisent. Et avec ça, on constitue un circuit qui peut évoluer pour être plus simple ou un peu plus complexe. Là, on peut rajouter des complexités selon le niveau des enfants. Et tout ça s'accompagne également de l'aspect ludique, encore une fois. Donc, on a 5 modules. Vous en voyez un ici en haut avec le petit bout de chou sur sa draisienne, sur son petit module orange. Donc, ce sont des modules qu'on est capable de transporter avec une bascule, des petits ponceaux et des choses comme ça sur lesquels les enfants s'amusent. Et typiquement, donc, pendant 1 heure d'activité, si on a un achalandage où on a vraiment des inscriptions à toutes les heures, les jeunes vont passer à peu près une vingtaine de minutes dans les modules ludiques. Ils vont passer une vingtaine de minutes dans le circuit routier et à la fin, ils se voient remettre un petit certificat de participation de Naître et Grandir avec les personnages de Chaminou qui sont bien connus par les familles québécoises. On a bien entendu des vélos à prêter, donc on a des draisiennes, des petits vélos, des casques pour faciliter là aussi la participation des jeunes. Donc ça, c'était notre modèle relativement léger. Pour vous donner un ordre d'idée, juste en matériel, un de ces kits-là, c'est à peu près 10 000 $ là, d'investissement. On cherche encore peut-être la meilleure solution parce que les modules qu'on a construits en bois restent fragiles à cause de toute la manutention que ça requiert de les déplacer d'une ville à l'autre. Alors, on est encore en recherche de solutions, mais c'est une belle expérience parce que ça a vraiment permis de faire vivre dans tous ces milieux-là cette expérience-là. Et plusieurs des milieux nous sont revenus en disant, ben, nous, on aimerait constituer notre propre kit et pouvoir l'avoir plus qu'une fois par année, le faire circuler au travers des municipalités de notre région, par exemple. Alors, on travaille à essayer de voir comment faciliter l'accès à ce genre d'infrastructures légères pour les milieux qui sont intéressés. Le jardin du monde à bicyclette, je l'ai évoqué à plusieurs reprises. Donc, c'est un projet qui a été mis sur pied en pleine année pandémique, en mode un petit peu catastrophe, qui a bénéficié de financement de la part du Plateau Mont-Royal, de la Caisse des jardins du Plateau Mont-Royal, de la ville-centre, donc la ville de Montréal, le service Vision Zéro, donc de sécurité routière. Et la première année, on a vraiment créé tout ce lieu-là. Vous en avez une vision un peu vue du ciel, où vous voyez la composante. Donc, on avait vraiment un ancien stationnement un petit peu très magané, même au niveau de l'asphalte, qu'on a pu réutiliser, sur lequel on a vraiment fait le circuit que je vous montrais tantôt avec toutes ces rues à double sens, etc. Donc, c'est la première portion de ce lieu-là. Mais on avait également une longue avenue. En fait, c'était un cul-de-sac qui fait plus de 100 mètres de long, qu'on avait aussi le loisir d'aménager. Ce qu'on a décidé d'y faire à cet endroit-là, c'est d'installer toute une zone ludique que vous voyez ici avec des modules en bois sur lesquels les jeunes de tous les âges peuvent s'amuser. On a aussi des éléments qui sont un petit peu plus en hauteur. On cherche à travailler plusieurs habiletés motrices. On a agrémenté ça aussi de marquage au sol pour pouvoir faire des slaloms, suivre des grands spaghettis et tout ça. Et il y a une troisième zone dans laquelle on a fait des ateliers thématiques qui sont plus éducatifs et qui viennent montrer, par exemple, la taille réelle d'un camion peint au sol avec tous ces angles morts et un affichage explicatif de la dangerosité des angles morts. On en a un autre qui porte, par exemple, sur le risque d'emporterage. Donc là aussi, on a matérialisé en taille réelle une auto dont la portière est ouverte dans une bande cyclable pour montrer l'importance de se tenir loin des autos stationnées. On a un autre atelier où on a montré les différentes techniques de virage à gauche en les matérialisant sur une intersection en taille réelle. Donc ça, c'est tout ce qu'on a pu faire. En année pandémique, l'animation était plutôt légère, mais en deuxième année, on a eu la chance de bénéficier d'un financement de Sport Loisirs Île-de-Montréal pour se doter d'un conteneur et d'une flotte de 30 vélos, draisiennes, trottinettes et casques qu'on a pu mettre à la disposition des familles pendant 2 créneaux horaires à chaque semaine. Ça nous a permis de faire 250 à 300 prêts de matériel dans la saison cyclable québécoise. On a aussi pu travailler avec des partenaires, donc un centre de loisirs proche, pour offrir un samedi sur 2 des animations adaptées à différents groupes d'âge. Donc ça a été très, très utile. Le lieu s'est aussi prêté en fait à des cours pour femmes débutantes qui ne savaient pas faire de vélo. Donc ça a été un autre avantage de ce lieu-là. Voilà. Merci Magali. Je reprends le micro pour les 2 derniers cas qu'on retrouve dans le guide.
Donc, autre élément là, pour lequel on est allé chercher de l'information, puis on a échangé pour développer notre guide, c'est le cas du circuit de l'écoquartier de Rosemont, la petite patrie. Donc, la façon dont on a procédé, c'est une installation qui était temporaire, c'était éphémère, ça a duré la période d'une fin de semaine et on a travaillé à partir comme vous pouvez voir par l'image qui est en bas à gauche, depuis une cour d'école. Donc, on a travaillé de ce côté-là avec l'administration scolaire. On a impliqué aussi le conseil des parents de l'école pour faire connaître l'événement puis pour s'assurer de son bon déroulement. Ça s'est déroulé à l'été 2020. Donc, on a pu à ce moment-là avoir une fin de semaine où on est allé rejoindre là, environ 130 jeunes qui sont passés et c'était vraiment des gens plus près, donc des riverains, des gens issus de l'école ou encore des résidents, alors qu'on a fait une campagne très locale pour faire connaître cet événement-là. Il y avait des plages horaires qui étaient prévues. C'était pour contrôler, évidemment, l'affluence vers le site parce évidemment, il y avait des questions au niveau sanitaire. Ultimement, ce que ça a donné, c'est un parcours où on a mis à profit le marquage qui était déjà présent dans la cour d'école. On a complété notamment avec du ruban adhésif, des cônes, des ficelles pour avoir un parcours d'une longueur d'environ 100 mètres. On peut le voir aussi, on a pu recréer différentes situations. Il y avait un passage piéton, divers types d'intersections. Il y avait de la signalisation avec des panneaux sur des manches à balai en polypropylène ondulé, du coroplast. Là. Il y a même, ils ont simulé une intersection avec un feu de circulation où il y avait des pastilles en velcro qui étaient sur un panneau. C'était changé par un bénévole qui était sur place pour créer différentes situations à cette intersection-là. Parallèlement à ça, il y a eu de l'animation. Il y avait des cours jeux questionnaires avec des animateurs. Étant donné qu'on avait une clientèle qui était plus de l'ordre du 3-5 ans, ça devait rester des animations relativement courtes. Donc, on parlait des 5 minutes parce qu'après ça, on perdait souvent l'attention des jeunes. Mais ça permettait d'avoir différentes sections intéressantes dans la cour d'école pour attirer les enfants. Il y a eu aussi des petits modules d'habileté qui ont été faits en bois, comme vous pouvez voir sur l'image qui était là. Ce qu'on en a tiré, par contre, de cette expérience-là, c'est que l'effet événement a été assez porteur. Là, on a une bonne participation des jeunes. Par contre, là où c'était un petit peu plus difficile, c'est au niveau de l'aménagement, donc l'utilisation de ficelles, par exemple, pour délimiter le parcours. On nous a dit que c'était peut-être pas la meilleure option. Du ruban aurait été peut-être mieux désigné. Même chose pour soutenir en place là, les panneaux, les mettre dans les cônes. Il aurait fallu peut-être quelque chose d'un peu plus élaboré avec une base un petit peu plus stable pour favoriser là, un aménagement un peu plus convivial. L'autre cas on avait à vous présenter, on l'a mentionné à plusieurs reprises, c'est le parcours de vélo éducatif de Drummondville qui a été inauguré à l'été dernier, en 2020, au parc Rosaire-Smith. C'est un projet qui a connu du financement par le MTQ et le CIUS du Centre du Québec. Ça a été élaboré là, ultimement par le groupe Réseau plein air Drummond en collaboration avec le centre communautaire Sintra Saint-Charles. Donc là, à ce moment-là, on a affaire à une infrastructure qui est un petit peu plus développée, qui était permanente, qui l'est toujours d'ailleurs, qui est permanente, avec un effort d'asphaltage. On a pris un terrain qui était plus utilisé, c'est une ancienne piste de BMX, et on a à ce moment-là fait un travail d'asphaltage pour recréer un réseau routier. Pour limiter les coûts qui étaient associés à ça, on est allé avec des fondations beaucoup plus légères que si on avait eu des rues où devaient passer des véhicules lourds ou motorisés. Ça a permis de réduire les coûts. Magali l'a mentionné aussi, pour correspondre à leur milieu, on a voulu créer beaucoup de situations avec des entrées charretières, saillies de trottoirs ou encore des endroits où les piétons pouvaient circuler. Et ça, on a fait des bordures en criblure de pierre pour simuler cet élément-là. Donc, on peut voir, là, on a comme des entrées de garage à côté des différentes cabanes. C'était pour refléter la situation. On s'est tourné également vers des panneaux grandeur nature en aluminium, assez standard. Pour recréer une multitude de situations, on peut voir là rapidement en un coup d'œil, il y a différents types d'intersections, mais il y avait aussi un arrêt d'autobus. On a créé une tentative de sas vélo en haut à gauche également. Et pour agrémenter le lieu, on est allé chercher des espèces de petits cabanons. C'est des anciennes cabanes qui servaient dans un festival dans la collectivité, le Mondial des cultures. Et on a fait peindre ces cabanes-là par des jeunes en camp de jour pour les mettre ensuite dans cet endroit-là, pour les rendre plus ludiques, mais aussi utilitaires, parce que ces cabanes-là servent aujourd'hui à du stockage pour du matériel d'animation. En fait, lors de l'été dernier, en 2021,
On a eu les camps de jour qui étaient à proximité qui ont mis à profit ce site-là pour, dans le cadre là, du programme de cyclistes avertis en camp de jour. Donc, on est allé chercher une multitude de jeunes qui ont pu profiter de cette installation-là. Au niveau des apprentissages qu'on a retirés de ce lieu-là, le premier élément qu'on nous a mentionné lorsqu'on a parlé avec Drummondville, c'est que, vous pouvez le voir par l'image, il manquait un petit peu de canopée. Donc, il n'y avait pas beaucoup de zones d'ombrage, si bien qu'au mois de juillet, avec les camps de jour, ils se sont rendus compte rapidement que c'était un peu chaud. Il manquait aussi un petit peu de mobilier urbain pour rendre ça un peu plus convivial, confortable pour les familles. Donc, c'était les éléments qui souhaitent bonifier là, prochainement dans les prochaines années à venir. Mais somme toute, on a réussi à avoir quand même une belle attractivité parce que le lieu il est beau, une super belle surface de roulement également. Donc, c'est un lieu qui est quand même très, très intéressant. Ça met fin à la portion Vélo Québec. Je vais cesser le partage de mon écran et je passerai la parole à Julien. Donc, Julien, tu peux y aller. Bonjour, je vais voler le partage d'écran. Je ne sais pas comment voler. Vous m'entendez? Oui. On t'entend bien, Julien. Est-ce que ton écran, normalement, Julien? En bas de mon écran. Écran partagé, je suis aveugle. Désactiver le partage d'écran, je ne peux pas le partager. OK. Je vais ajuster, voir. OK. Est-ce que j'ai ta présentation? Au pire, Julien, je pourrais moi la partager. Je suis désolé. Ouais, pas de stress, je te la renvoie à l'instant. Merci. Bien sûr. Parce que je m'étais inscrit au webinaire avant d'être ajouté. Donc, Louis, juste ici. Ça s'en vient dans un courriel à l'instant. Je vais pouvoir la partager très rapidement. Magnifique. Fichier. Et voilà, ça arrive. La loi de Murphy. Voilà. Entre-temps, je ne sais pas s'il y avait des questions dans le chat ou dans le Q&A, Magali, là, que tu pouvais répondre, alors que j'attends toujours la présentation. Je pense qu'on y a répondu par écrit. Les questions portaient essentiellement sur la surface et puis sur la possibilité d'aménager en dehors d'espaces gazonnés existants. D'accord. Une évaluation des coûts, Ève Arcan de l'arrondissement Mercier-Schlager Maisonneuve nous demande est-ce qu'il y a une évaluation des coûts dans le guide? On ne s'est pas aventuré à le faire, mais c'est pour ça que je vous mentionne un petit peu dans des cas particuliers. Par exemple, le jardin du Petit Monde à bicyclette, on vous indique le budget global que ça a représenté. Également pour le cyclomini. Ça dépend beaucoup de ce qui peut être fait par les services internes de la ville versus les contractants externes. Donc, Julien va pouvoir peut-être partager certains éléments de coût sur à la fois le modèle temporaire qu'ils ont mis en œuvre l'été dernier et puis sur ce qu'ils prévoient de plus permanent pour 2022. Mais ça dépend très, très fort d'un milieu à l'autre. Vous avez vu qu'il y a des modèles qui sont faits avec des manches à balai, là, donc ça, c'est sûr que les coûts sont peu élevés. Ça dépend un petit peu de l'ambition qu'on a pour tout ça. Julien, est-ce que maintenant tu es capable de partager ton écran? J'ai changé quelque chose. Oh, je te dis ça tout de suite. Le partage d'écran. Oui! OK, super. Magnifique. Right, parfait. Je vais repartager l'écran à l'instant. Donc, partage d'écran sur celui-ci.
Ça devrait s'en venir. Est-ce qu'on voit mon écran? Oui. Magnifique. Bon, bonjour, Julien Desaulniers. Je suis candidat à la profession d'ingénieur au service d'ingénierie de la Ville de Laval. Puis je suis ici un peu pour vous présenter notre démarche, notre implantation au niveau de la Ville de Laval pour les parcs d'éducation cycliste. Donc, rapidement, qui je suis? Assez simple. En gros, l'important ici, c'est vraiment une question là, au niveau de l'historique que j'ai avec le vélo. J'ai grandi à Laval. J'étais un jeune téméraire cycliste dans mes jeunes temps. Puis j'ai un peu perdu de vue le vélo à travers mon adolescence, mon parcours académique. J'ai étudié à Montréal, donc le transport en commun, la voiture ont pris un peu la place. Puis ce n'est que pendant mon parcours professionnel, en débutant ma vie professionnelle, que j'ai redécouvert cette passion pour le vélo. Donc en gros, on peut dire que j'étais un peu un produit de mon environnement à Laval quand les infrastructures cyclables elles-mêmes, mais aussi, bien sûr, les infrastructures en éducation cyclable n'étaient pas nécessairement très développées. Le contenu de la présentation, on va parler des objectifs, du contexte lavallois, d'une analyse préliminaire de l'implantation en 2021, de la planification pour 2022 et d'une vision un peu plus à long terme. C'est relativement concis. Bien sûr, on répondra aux questions, puis n'hésitez pas aussi pour plus d'informations, vous pouvez toujours nous recontacter. Mes informations vont être à la fin de la présentation. Les objectifs. Assez simple, illustrer un exemple concret récent d'implantation, mettre en lumière un peu les bons coups, les embûches potentielles qu'on a vécues, et vous inspirer pour vos propres projets. Le contexte lavallois avec la magnifique image de l'autoroute 13. Sans trop de surprise, certaines municipalités vont pouvoir se reconnaître. On a un aménagement du territoire qui est axé sur l'automobile. On a une croissance constante du parc automobile et de la congestion, un sentiment d'insécurité dans les rues locales, un besoin de considérer de plus en plus la diminution des GES, puis une cohabitation entre les cyclistes et les automobilistes qui peut être difficile. Néanmoins, en considérant tout ça, il y a quand même du progrès depuis 2015, particulièrement au niveau du plan directeur qu'on a implanté ou qu'on est en cours d'implantation, au niveau de la certification vélo sympathique qu'on a obtenue auprès de Vélo-Québec, le niveau bronze qui mettait un peu à profit nos bons coups, mais qui aussi, bien sûr, amenait de la rétroaction importante, surtout du point de vue de l'aspect environnement vélo, mais aussi de l'aspect éducation pour le vélo. Et au niveau de l'achalandage de la pandémie, sans trop de surprise, on a tous vécu un bond d'achalandage alors que beaucoup de gens étaient pris à la maison et redécouvraient leur quartier un peu là, à pied et à vélo. Ce qui nous amenait un peu à nous poser la question en début 2020, c'est quoi la suite? Le plan directeur est en cours d'implantation, il y a du progrès, ça va bien. Comment est-ce qu'on peut, quel genre de projet on peut mettre sur pied pour aller capitaliser sur le progrès qui est en cours? Répondre à la rétroaction que le mouvement Vélo sympathique et que Vélo-Québec nous avait fait sur les bons coups et les trucs qu'on avait à travailler, entre autres au niveau éducation, et pour continuer à mettre la mobilité active au premier plan pour nos citoyens. Ce qui nous amène en fait à l'analyse préliminaire du projet de l'implantation d'un parc d'éducation cycliste. Rapidement, en gros, on s'est posé la question en début d'année, il y avait une potentielle subvention, on se dit, OK, on a des délais serrés, est-ce que ça vaut la peine? Est-ce qu'on met du temps dans ce projet-là? Très rapidement, vous en comprendrez que la réponse, c'était oui. Les besoins auxquels on était capable de répondre rapidement, c'était une bonification de l'offre éducative, justement pour agir sur la rétroaction que Vélo-Québec nous avait fait. La revitalisation d'espaces publics qui était qui avait besoin d'amour. Et aussi la question d'offrir des lieux rassembleurs pour la communauté. Ce qui nous amène à la prémisse pour 2022. Donc, en début 2021, on regarde le projet, on se dit parfait, on y va pour l'année prochaine, on aménage un concept qui va être béton, puis on y va tout de suite pour la totale, avec des aménagements et des sites qu'on voulait permanents, des aménagements qui étaient voulus 100% éducatifs, un plan de communication et un élément com qui était à définir pour l'année prochaine, justement avec nos professionnels des communications à la ville. Et en fait, pas beaucoup de consultations citoyennes parce qu'on anticipait déjà un engouement. Puis, en raison des délais, la conception et l'idée d'aller peut-être chercher une subvention, on avait quelques mois pour mettre sur pied le projet, donc on n'avait pas nécessairement le luxe d'avoir le temps d'aller consulter. Ou du moins, on ne pensait pas. Tout ça pour amener à l'implantation en 2021, par exemple, qui... en gros, on a raffiné le concept, bien sûr, là, après la prémisse de 2022.
On a mis sur pied une équipe de travail avec nos services partenaires, la gestion des immeubles, le service de l'environnement, le service de la culture, des loisirs, des sports. Puis on a déterminé des critères de sélection. Bien sûr, au niveau de la subvention, on parlait de revitaliser les espaces existants. Donc, on voulait des sites qui avaient besoin d'amour, qui avaient besoin d'être revitalisés. On voulait une proximité des organismes communautaires parce qu'on avait l'enjeu, on voyait l'enjeu venir au niveau de l'animation. On voulait que les sites puissent être animés là, à proximité des organismes communautaires partenaires de la ville. Puis, on cherchait des sites ou des localisations, des districts où il y avait des caractères sociodémographiques à bonifier, là, où il y avait peut-être un peu plus de pauvreté et on voulait aller offrir un aménagement là, plus intéressant. Ce qui nous a amené à choisir 2 sites, le parc Bon-Pasteur et le parc des Coccinelles, qui, là, c'est pas la bonne version de la présentation, parce qu'on se battait avec. Je vous sors l'autre version, parce que les diapos sont meilleurs, incluant celle-ci du parc. Voilà. Donc, le parc Bon-Pasteur et le parc des Coccinelles, qui étaient les 2 sites qu'on ciblait. On va y aller avec cette présentation-ci. Donc, le parc Mont-Pasteur et le parc des Coccinelles étaient les 2 sites qu'on ciblait. C'était des endroits où il y avait une minéralisation, surtout au parc Mont-Pasteur, un espace asphalté qui avait besoin d'amour. Donc, on s'est dit, parfait, c'est parfait pour notre concept. Vous remarquerez qu'on parle de 2021 alors qu'initialement, je parlais de 2022. On a, à travers Vélo Québec, été mis en contact avec un regroupement citoyen et des citoyens du milieu dans le secteur du parc Mont-Pasteur, justement. Heureusement, en fait, c'était une belle opportunité qui nous ont vraiment ouvert les yeux à travers leur engouement vers le projet à une opportunité ou à l'idée d'aménager même quelque chose d'éphémère. Donc, on parlait aménagement signature 2022. En rencontrant ces citoyens-là, on a réalisé, wow, OK, il y a vraiment un besoin, vraiment un désir, même pour 2021, si c'est du marquage et un aménagement éphémère, ça vaut quand même la peine. Donc, les aménagements et les sites permanents sont devenus un projet pilote éphémère en 2021 au lieu d'en 2022. La question d'avoir des aménagements 100% éducatifs est devenue un mix avec des éléments plus ludiques. Et le plan de communication pour 2022, vous en comprendrez qu'on n'avait pas le choix de faire un petit peu de communication ciblée malgré la pandémie ou justement qui considérait l'élément pandémique en 2021 pour aller inviter les citoyens du secteur puis distribuer un peu la bonne nouvelle, leur faire comprendre c'est quoi le projet, c'est quoi l'idée derrière ce projet-là. Implantation en 2021, donc au niveau du projet pilote, je disais éphémère assez simple. On voit une image ici là, du plan concept, un peu basé sur le concept de Vélo Québec avec Cyclomini. Donc, on avait du marquage, de la signalisation temporaire sur des pesées, comme on a vu dans les images plus tôt du guide, et une coordination, une coopération au niveau du service des travaux publics. On parlait un peu de coûts. Pour 2022, on va voir un peu plus tard des idées pour 2022. Là, au niveau marquage, signalisation, on est autour du 7 à 8 000 total. En mode éphémère, comme ça, avec le service des travaux publics, avec des contrats qui sont à l'interne puis qui ont des coûts préférentiels à cause du volume de marquage qui est fait un peu partout sur le territoire. On était dans quelques milliers de dollars là, au niveau du marquage. La signalisation était prêtée par les travaux publics qui en font une tonne et produite à l'interne. On les a approchés au niveau des coûts puis on dit ça, prenez-les, les 15 panneaux, puis les peser, il n'y a pas de problème. On vous les prête pour l'été, puis on va venir les chercher à la fin quand le réseau cyclable va fermer pour l'hiver. Donc, ça a vraiment été mis sur pied d'une manière collaborative avec très peu de coûts. C'était pratiquement même pas à considérer là, au niveau des coûts. Au niveau des outils de communication, ça a été un autre gros élément avec le service des communications de la ville. Le gros morceau, le premier morceau qu'on a mis sur pied, c'est l'affiche informative à l'entrée du parc, avec un peu la signature ville, puis quelques éléments importants au niveau du port du casque, de faire attention, de ne pas aller trop vite. Si on a des questions, à adresser nos questions à un adulte, à ses parents ou à quelqu'un qui anime le site. Des communications plus ciblées dans le quartier à travers le centre de services scolaires, donc au niveau des écoles du quartier, au niveau de la page Facebook de la ville aussi, il y a une petite publication, puis de la capture d'images par Donotic qu'on a vu justement ici là, sur les pamphlets et tout. Il y a aussi un pamphlet, l'image dans le bas, moitié bleu, moitié orange, un pamphlet pour adresser la présence du site ou expliquer que le site était disponible à proximité, qui ont été distribués à la bibliothèque à quelques coins de rue, où il y avait un prêt de vélo qui se faisait là. Il y avait du prêt de draisienne, donc les jeunes pouvaient aller emprunter leur vélo puis venir au site. Ici, je pense qu'une image ou deux valent 1000 mots. On parlait qu'il n'y a pas eu beaucoup de coûts, mais ça aurait pu être aménagé à très faible coût, puis ça aurait été du temps gaspillé si personne s'était présenté au site.
sans trop de surprise, étant localisé près des organismes communautaires, ayant une synergie avec la bibliothèque à proximité et avec nos partenaires. Ça a été un franc succès. On voit ici des images du Club cycliste Espoir de Laval, qui sont le partenaire lavallois là, pour la mise en place du programme cycliste averti, oui, de Vélo-Québec. Donc, eux, ils sont venus à toutes les semaines ou à toutes les 2 semaines animer le site. Il y a eu des écoles qui sont venues avec leur groupe. Il y a eu des jeunes et leurs parents individuellement après les heures de classe. Puis, à la fin de l'été, justement, on avait un peu planifié le site rapidement pour ressembler au parcours Cyclomini. Donc, Cyclomini et Vélo-Québec sont venus à la fin de l'été, en septembre, par une magnifique journée ensoleillée de week-end, animer le site avec quelques centaines de jeunes là, au cours de la journée. Donc, le retour sur investissement était exceptionnel. Parler un peu plus de la planification pour 2022, maintenant que la surprise, le projet surprise de 2021 est un succès, bien, ça nous amène à un peu se demander c'est quoi la suite. C'est premièrement un peu quels apprentissages on a pu faire, un peu comme Magali et Louis parlaient là, au niveau des apprentissages pour les autres projets inspirants. Le gros truc, logiquement, pas trop surpris, vous allez être, mais ça serait de ne pas avoir peur de projet pilote, ne pas avoir peur de concevoir votre plan de match d'une manière flexible, d'aller consulter les citoyens relativement tôt pour un peu voir c'est quoi leur engouement, puis pour confirmer justement, OK, on a un intérêt à faire un projet pilote plus rapidement, puis on planifie notre gros projet par la suite, par exemple, un peu comme nous on a fait. Mais de vraiment miser sur les projets pilotes aussi là, en début de parcours pour aller récolter de l'information. Mais aussi justement accorder de l'importance à l'animation au niveau de la planification, dès le projet pilote si possible, puis certainement avec un projet d'envergure par la suite. De penser à l'entretien. Magali en a parlé, c'est une super bonne idée, mais on peut regarder des plans de signalisation, des plans de pump track pendant des semaines, puis si on oublie qu'il y a des poubelles et qu'il faut les vider, le site va souffrir là, par un élément aussi simple que le fait qu'on n'a pas pensé au niveau du parcours d'entretien à entretenir le site, là. Que ce soit les feuilles l'automne, les poubelles, la toilette, par exemple, tout ce genre de trucs-là. Puis un élément qu'on a vraiment trouvé super intéressant, c'est la question du qualitatif versus le quantitatif. C'est simple ou c'est facile plutôt de regarder un site comme ça puis de le mettre noir sur blanc, le nombre d'enfants qui sont venus, le nombre de parents, l'achalandage. Puis souvent, je trouve que pour un site de ce genre-là, ça peut être trompeur. J'explique en fait, un soir dans je sortais en vélo, je passais à côté du site, puis je réalise que le site est complètement vide après les classes. Il y a un père et son enfant. Initialement, je me dis, c'est un peu zut, il est vide aujourd'hui. Il me semble les autres fois, je suis venu, il y avait plus de monde. Je prends le temps quand même, je m'arrête, je m'installe à une des tables à pique-nique proche du site. Puis j'observe le papa et son petit, puis en fait, le jeune est en train de se promener dans le site, puis le père court d'intersection en intersection, fait comme s'il était un piéton, fait comme s'il était un cycliste, arrête avec son enfant, lui explique les trucs, fait « Oh, qu'est-ce que tu fais ici? Il fallait que tu agisses comme ceci, tu as fait ça aurait été mieux de le faire de même. » J'ai pris un peu de temps pour parler avec eux, voir ils venaient d'où. Ils étaient loin à Laval, puis ils étaient venus au site simplement parce qu'ils avaient vu que le site existait, puis il n'y avait rien d'autre comme ça comme opportunité. Donc, ils voulaient en faire profiter à son jeune. Puis ce genre d'interaction-là, c'est des interactions qu'on n'aurait pas eues si on aurait juste regardé des chiffres noirs sur blanc sur un fichier Excel. Donc, surveiller le qualitatif, vraiment, pas uniquement le quantitatif. Ça, c'est l'autre gros truc. Viande sur l'os 2022, qu'est-ce qu'on regarde? L'inspiration est un peu vraiment là, similaire à ce que le guide de Vélo-Québec offre. C'est des aménagements qui sont favorables aux rencontres, plus de canopées, plus de mobilier. C'est un parcours dans des rues miniatures, vraiment un réseau routier avec des travaux civils, une zone ludique style pump track, puis des bornes de réparation des supports à vélo, du prêt de vélo sur le site et non uniquement à la bibliothèque à proximité, puis plus d'affiches informatives, une bonification de ces affiches-là sur le site. L'inspiration, sans trop de surprise encore, un peu comme dans le guide de Vélo-Québec, c'est des aménagements comme à Copenhague, c'est des modules en bois et d'autres éléments là, vraiment de qualité. Donc, on veut un fini premium, là, vraiment une signature officielle pour ce genre d'aménagement-là sur le site. Et la vision à long terme, c'est vraiment au niveau d'un aménagement qui est sur l'ensemble du territoire, qui permettent de créer des prochaines générations de cyclistes dès l'enfance, puis surtout qui, pour revenir un peu à l'idée de qui je suis, d'être le produit de son environnement, c'est d'aller enseigner à ces jeunes-là, dès leur plus jeune âge,
les bonnes normes, la bonne pratique du vélo, de se l'approprier, de tomber en amour avec ce moyen de transport-là dès un plus jeune âge, puis de développer les bonnes compétences dès l'enfance pour pas attendre mi-vingtaine pour apprendre c'est quoi les signes au niveau du vélo, puis pour ne pas perdre pendant 12 ans de temps cette vision du vélo, puis uniquement la retrouver par chance parce qu'on travaille dans le domaine après avoir fini son parcours académique. Et voilà. Merci beaucoup, Julien. Bien Très belle sûr. présentation. Plaisir. Là, il est déjà 13 heures, mais on peut rester quelques minutes s'il y a des gens qui ont des questions. Magali qui a répondu directement à la question que j'allais souligner, donc oui, pour cyclistes avertis en 40 jours. Donc, n'hésitez pas à rajouter des questions dans la section Q&A. Si vous voulez prendre parole signifiée en levant votre main, je vais pouvoir activer vos micros. Mais sinon, est-ce que j'ai des questions? Je ne semble pas avoir d'indication à cet égard-là. Ah, Q&A, il y a une question ici. Donc, comme l'animation est une condition de succès importante, est-ce mieux selon vous de prévoir un parc central bien animé ou en prévoir plusieurs sur le territoire, quitte à une animation moins fréquente? Magali, as-tu une optique là-dessus? Oui, ben, les deux ont leur avantage. L'idéal, ce serait d'avoir une équipe itinérante qui peut-être le lundi serait dans le premier lieu, le mardi dans un second, le mercredi dans un troisième. Donc, l'animation va vraiment venir donner tout son sens. Donc, d'essayer de trouver un bon... Ultimement, chaque milieu est différent. C'est aussi ça qui est intéressant et c'est pour ça, je vais rebondir un petit peu sur ce que Julien disait. N'hésitez pas à voir... à procéder par projet pilote pour regarder quelle est la réalité dans votre milieu. Donc, essayez-le peut-être avec une version légère, regardez comment les familles réagissent et quel type d'achalandage vous pouvez avoir. Les communications sont aussi extrêmement importantes. C'est là aussi où des projets comme Cyclomini sont intéressants parce qu'ils peuvent se déplacer vraiment vous pouvez donc vous manifester même auprès de Vélo Québec sur la page de Cyclomini pour demander que le circuit vienne vous rendre visite. Mais ça va être un équilibre à trouver. Donc, il n'y a pas de réponse facile à cette question-là. Je suis désolée, Pauline. Puis si je peux rajouter un truc, c'est certain qu'en effet, c'est une condition de succès. Je dirais de pas hésiter à regarder aussi, pas juste au niveau de votre équipe, de l'équipe à l'interne, si on parle par exemple d'une ville, mais de regarder aussi vraiment là, les partenaires que vous avez dans le milieu communautaire, les centres communautaires, les centres jeunesse, les clubs cyclistes comme à Laval avec le club cycliste averti, cycliste Sport de Laval, qui sont un gros partenaire pour nous au niveau éducation. Souvent, ces partenaires-là, avec un peu d'entretien, avec un peu d'aide puis un peu de matériel, ils peuvent être vraiment là, des champions là, de l'éducation vélo pour votre communauté aussi. Julien, alors que tu as le micro, une autre question est ressortie pour toi. Donc, Oui. Combien de temps la ville de Laval prévoit pour la fabrication du site permanent? Normalement, les plans sont en cours là, de conception, plans et devis. Ça devrait être pour la mi-été 2022 normalement. Donc, originalement, c'était ça. On planifiait l'implantation pour la saison 2022. Donc, il va y avoir peut-être quelques jours, semaines de travaux là, où le site ne va pas être accessible. Coccinelle va être ajouté, il n'était pas en projet pilote. Puis, Bon Pasteur va être bonifié du marquage en 2021 vers un site complet aussi. Excellent. Je ne recense pas d'autres questions dans le Q&A. Participants, je n'ai rien d'autre. Ah oui, une question ici de François Pirard. Donc, j'y vais. Donc, dans une ville étalée comme Gatineau, l'accès à un parc risque d'être compliqué s'il y en a juste un. J'aimerais pouvoir amener les parcs à travers la ville, dans les écoles ou dans les parcs avec du matériel modulable selon le milieu. Proposez-vous un accompagnement spécialisé? Magali. C'est une question qu'on a de beaucoup de milieux. Et puis, comme je vous disais, c'est une chose, nous, on est allé vraiment avec des matériel qu'on a fait faire et qui n'est peut-être pas idéal pour ça, mais on commence à prendre contact avec des fournisseurs qui auraient peut-être des modules qui seraient plus résistants, plus adaptés justement à être transportés et un peu barouettés dans tous les sens. C'est ça la réalité qu'on a vraiment constatée. Là, quand il faut charger, décharger des camions pour apporter ce matériel-là, ça le met vraiment à rude épreuve. On a eu la chance l'an dernier, quand on s'est justement constitué les kits pour Cyclomini, qu'il y avait par exemple l'arrondissement d'Outremont qui voulait justement se doter d'un kit. On a fait une espèce de groupement d'achat, puis au lieu de produire 2 kits, on
on a un produit 3 et puis ils ont pu bénéficier de cette force d'achat-là. Donc, sous cette forme-là, je pense que ce qu'on pourrait faire, c'est qu'avec les milieux qui sont intéressés à se doter de kits peut-être plus éphémères, on pourrait se constituer. Moi, j'ai déjà des contacts avec les fournisseurs là, pour essayer de trouver des choses intéressantes. Donc, on peut définitivement se parler, s'appeler, regarder ce qui est faisable et peut-être… nous, c'est un peu notre objectif d'essayer, tant bien que mal, de continuer à vous accompagner, tous ces milieux-là, pour faciliter la réalisation de ce genre de projet. J'espère que je réponds à ta question, François. Parfait. Donc, dernier appel, si vous avez des questions, écrivez-nous. Merci en majuscule, ben ça fait plaisir. Excellent. Ah, Q&A, j'en ai un autre. C'est des bravos, fait que merci beaucoup. Je renchérirais sur les bravos qui rangent. Je dirais, n'hésitez pas à aller consulter le guide. On est arrivé à Laval vraiment entre deux. Le guide était en train d'être conçu. On demandait à Vélo-Québec, il nous répondait. Là, il y a un guide frais fait qui est là pour vous aider. C'est vraiment une mine d'or exceptionnelle là, pour implanter vos projets. Super. Indiquez l'adresse à laquelle vous pouvez nous écrire si vous avez des questions supplémentaires. C'est le site averti@velo.ca. N'hésitez pas. Ouais, je vais le recopier, Magali. Tu écris seulement à l'hôte et aux panélistes. Ah, désolé. Pas de problème. Voilà, c'est dans le chat si vous voulez nous contacter en fait. Donc voilà, ça mettrait fin à la présentation. Donc merci beaucoup d'avoir même mis un peu plus de temps que l'heure de lunch. Puis en espérant là, que ça pousse dans vos milieux, ce type d'infrastructure-là. Merci. Merci. Merci, Julien, beaucoup.